Bonjour. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur le projet de loi C-41, qui est la loi qui met en œuvre l'accord de libre-échange entre le Canada et la Corée. Et c'est une belle opportunité parce que, dans le fond, ça permet de justement souligner le travail de notre porte-parole en matière de commerce international, des accords de libre-échange, le député de Vancouver-Kingsway, parce que depuis que j'assiste à ce débat, depuis les 2 derniers jours, j'entends beaucoup de démagogie de nos adversaires ici en cette Chambre par rapport à la position du NPD. Et en fait, la position est très claire, est très complète et il n'y a pas du tout de contradiction entre notre appui pour le projet de loi devant nous aujourd'hui et l'accord de libre-échange qui l'affecte et notre opposition à d'autres accords. Et je m'explique, Monsieur le Président, il y a plusieurs critères, je pense, qui sont importants à soulever. Et dans le passé récent même, il y a eu certains accords négociés par ce gouvernement qui n'étaient tout simplement pas à la hauteur de nos attentes et aussi des attentes de la population par rapport à ce qu'on veut quand on met en place un accord de libre-échange. Parce que oui, le libre-échange, c'est important. Oui, le libre-échange a des retombées positives dans nos communautés. C'est pour ça qu'on appuie cette entente. Mais non, ça ne devrait pas vouloir donner carte blanche à un gouvernement dans ces négociations. Il y a quand même plusieurs critères qu'on doit prendre en considération. Si on regarde, par exemple, je me souviens d'avoir pris part dans le débat sur l'accord de libre-échange avec le Panama. On parlait à cette époque-là d'une entente de partage d'informations concernant l'évasion fiscale. Et à l'époque, je me souviens, la réponse du gouvernement, c'était de dire, ben écoutez, c'est pas à nous de se mêler de ce qu'un autre gouvernement va faire. Et pourtant, on regardait nos voisins américains qui, à ce moment-là, avaient signé des ententes semblables avec le Panama pour pouvoir procéder avec l'approbation d'un accord de libre-échange. Et au Canada, on n'avait pas fait ça. Et je retiens cet exemple-là aujourd'hui parce que c'est un bel exemple qui démontre pourquoi on est en mesure d'appuyer l'entente qui est devant nous aujourd'hui comparé à d'autres, parce qu'il y a toujours, on dirait, il y a eu certaines lacunes dans le passé, des lacunes que, dans ce cas-ci, ne sont pas assez graves et que l'entente est dans son ensemble positive pour le Canada. Alors, Monsieur le Président, si on peut passer à travers les trois piliers, si on peut appeler ça ainsi, qui complètent cette position robuste du NPD en matière de commerce international. Le premier, bien sûr, c'est de se poser la question si le pays avec qui on transige respecte des questions de les droits des travailleurs, la protection de l'environnement, s'ils ont une démocratie robuste. Et c'est des questions qui sont importantes. Puis c'est intéressant, Monsieur le Président, parce que j'entendais un collègue tantôt, un collègue conservateur, parler du fait que les accords de libre-échange sont bons pour les pays où est-ce que justement il y a peut-être un déficit démocratique, où il y a des lacunes en matière de protection de l'environnement parce qu'on les force à adopter des mesures positives. C'est vrai, mais c'est seulement vrai si le gouvernement canadien, en négociant, l'oblige. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et quand on est assis à la table de négociation, c'est bien beau d'être en train de négocier avec un pays où il y a peut-être des lacunes en matière de droits des travailleurs. Mais si le Canada ne se tient pas debout et dit « nous allons transiger, faire des transactions commerciales avec vous seulement si vous corrigez ces lacunes-là dans vos pratiques en matière de droits de la personne », ben il n'y a rien d'autre dans ces transactions-là qui vont les obliger de le faire. D'ailleurs, le fait qu'ils sont en train de gagner en transigeant avec le marché canadien sans vouloir apporter les correctifs, ça nous démontre que ça va simplement les pousser à continuer dans ces pratiques-là. Donc, ça démontre que oui, le libre-échange va être important, mais seulement si le Canada joue son rôle de façon positive sur la scène internationale. Et cela étant dit, Monsieur le Président, c'est la même chose pour les questions de protection d'environnement, parce qu'on a vu un de nos amendements, justement en comité, les 6 amendements qui ont malheureusement tous été rejetés. Et je me permets de faire des parenthèses, Monsieur le Président, parce que hier, on accusait notre porte-parole, le député de Vancouver-Kingsway, d'essayer de retarder le projet de loi ou d'empêcher le passage du projet de loi en comité. Mais tout ce qu'on a fait en comité, c'était simplement de proposer des amendements. Et un des amendements, c'était de s'assurer qu'on n'allait pas réduire la protection d'environnement à l'avenir
maintenant qu'on a cette entente-là en place, pour faciliter certains investissements. Parce que oui, l'entente est devant nous, on va l'appuyer, mais ça ne veut pas dire que dans quelques années, on ne va pas voir des lacunes venir qui n'étaient pas là au moment de la négociation. C'est le genre de rigueur, ça serait le mot à appliquer ici, qu'on s'attend à voir d'un gouvernement, et c'est le genre de rigueur que le NPD s'attend de la part d'un gouvernement. C'est le genre de rigueur qu'un gouvernement NPD appliquerait au pouvoir, qui nous permettrait justement de pratiquer le libre-échange avec d'autres pays pour le bien de notre économie, mais de le faire de manière responsable. Bien sûr, le prochain pilier, Monsieur le Président, c'est bien sûr la question de si l'économie du partenaire a une valeur importante ou stratégique pour le Canada. Évidemment, l'importance, ça va sans dire. L'exemple le plus frappant dans l'exemple de l'entente qui est devant nous aujourd'hui, pour moi, c'est l'industrie aérospatiale, Monsieur le Président, qui est très important dans ma circonscription, mais aussi dans notre région de la Rive-Sud de Montréal. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu. Et avec les ententes qui ont été signées par d'autres pays, les États-Unis, l'Union européenne, avec la Corée, ça nous a mis à un désavantage qu'on va corriger. Alors, c'est là qu'on voit l'importance économique, mais aussi le volet stratégique. Et ça, c'est un élément important parce que j'entendais un de mes collègues conservateurs tantôt poser la question à une de nos députés où il a demandé, est-ce que ça voudrait dire que si l'économie n'était pas importante pour le Canada, on laisserait tomber des pays qui sont en voie de développement et pour lesquels le Canada pourrait faire beaucoup de bien. Et c'est là que l'élément de stratégie vient en compte parce qu'il y a des considérations en affaires dans le travail qu'on fait sur la scène internationale pour avoir un rôle positif dans le développement de pays qui sont en voie de développement, de pays où il y a beaucoup de pauvreté. Si on peut avoir une contribution positive, c'est ce qu'on entend en partie, bien sûr, par l'importance stratégique, mais ça comporte aussi beaucoup d'autres modalités, soit notre compétitivité, soit le fait que si on pense à la région Asie-Pacifique, on sait bien sûr qu'on a une proximité physique. On pense à des provinces comme la Colombie-Britannique. Alors, il y a plusieurs aspects là-dedans et ça pourrait sembler un peu fourre-tout, mais c'est encore là la nécessité d'avoir beaucoup de rigueur et de quand même un vue de l'ensemble de la part du gouvernement qui a des responsabilités en négociant et des choses à prendre en considération. Enfin, Monsieur le Président, le troisième pilier, ça semble aller sans dire, mais c'est bien sûr la question de si les modalités de l'accord proposé sont satisfaisantes. Et là, vous allez dire, on s'entend que ça doit être satisfaisant, mais si on l'appuie, mais c'est plus compliqué que ça, Monsieur le Président. Et je me permets de retourner à l'exemple de l'accord avec l'Europe. Qui demeure encore dans un certain flou. Et on regarde justement le fait que, moi j'ai beaucoup de producteurs fromagers chez nous, on a proposé une motion qui avait été adoptée à l'unanimité pour s'assurer d'une compensation financière qui a été promise par le gouvernement à ce moment-là et dont on n'a plus vraiment jamais entendu parler entre-temps. Mais c'est le genre d'annonce mise de devant par le gouvernement qui nous aide à mieux comprendre les modalités dans une entente. Alors, si on pense par exemple j'ai un collègue conservateur, c'est drôle à dire, il va être d'accord avec ce qu'il a dit. C'est certain que des pertes dans certains secteurs vont apporter des gains dans d'autres. Il faut évaluer, jongler un peu entre les pertes et les gains. Mais c'est là qu'on se questionne sur les modalités. Et plus spécifiquement encore, Monsieur le Président, il y a quand même des éléments en ce qui concerne je vais retrouver ça, Monsieur le Président, la question le mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas mis dans une entente négociée par un gouvernement NPD, qu'on retrouve dans cette entente. Ça n'a été pas notre premier choix, mais ce n'est pas quelque chose qui suffit pour aller contre l'entente. Donc, c'est là qu'on veut vraiment regarder les modalités, pas juste un par un à la pièce, mais aussi dans leur ensemble. Alors, je pense que ma présentation, que j'espère tout de même, Monsieur le Président, ça a démontré qu'on a quand même une position assez robuste, que contrairement
contrairement aux accusations qu'on entend qu'on fait du flip-flop en ce qui concerne nos appuis à différents accords de libre-échange, que c'est quand même basé dans une évaluation rigoureuse. On a fait nos devoirs, comme plusieurs de mes collègues ont dit. On ne va pas donner des cartes blanches au gouvernement, mais un chèque en blanc, mais on va quand même être ouvert d'esprit pour le bien de notre économie et de nos communautés, bien sûr. Donc là-dessus, je conclue, Monsieur le Président, et j'attends avec impatience les questions de mes collègues qu'on connaît bien sûr. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. I appreciate the comments. And one of the things that I have noticed as more and more New Democrats stand up is that they do have this shiny new speaking notes of 3 items, which is great. Make sure that everyone's consistent and singing from the same book in terms of here are the 3 principles that we believe are important. Then we will support a free trade agreement. And I do applaud the fact that they have changed their views on it. Now, today inside the House of Commons, there's only one opposition or one party, the Green Party, that actually opposes free trade agreements, or at least on the surface, straight out. The question that I have for the member is that if he were to take the principles that he has referred to and apply them to previous trade agreements that have been signed over, let's say, the last decade, does he feel that maybe using that principle that they might have wrongly voted in the past, which is okay, but I'm wondering if he might want to provide some comment on that. L'honorable député de Chambly-Bordua. Bien, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de rapidement corriger tous les points erronés dans les commentaires de mon collègue. Le premier étant que les beaux petits points dont il parle, c'est pas tout à fait des notes qui nous ont été égorgées par le bureau de notre chef. C'est plutôt une politique que nous avons développée en équipe, qui est pas mal plus rigoureux que le chèque en blanc que les libéraux semblent toujours vouloir donner au gouvernement en matière de libre-échange, sans avoir lu les accords. L'autre élément, Monsieur le Président, c'est qu'il parle d'entente dans les 10 dernières années. S'il y a eu des votes qu'on aimerait corriger, ben moi, je parlerais de mes votes que j'ai faits en tant que député et tous les votes que j'ai faits en cette Chambre en concernant le libre-échange, c'était bien sûr avec cet esprit-là en tête, les points que j'ai soulevés dans mon discours. Donc, à ce niveau-là, je suis très confortable avec ce qui est dans les archives de la Chambre. Et enfin, Monsieur le Président, il a dit qu'il y a seulement un parti qui s'oppose au libre-échange. Moi, je ne veux pas embarquer dans qui s'oppose, qui est pour le libre-échange. Je pense que tout le monde est pour des mesures qui vont être bonnes pour l'économie. Ce que nous, on veut au NPD, c'est qu'on apporte un peu de rigueur pour évaluer les différentes ententes, comme on évaluerait n'importe quelle mesure budgétaire et autres qui ne seraient pas posées par un gouvernement. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de ce débat, plutôt que d'essayer de voir ça en noir et blanc. Voyons un peu le gris, faisons notre travail et faisons ce qui est bon pour l'économie. Bravo. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député d'Alfred Pellan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis j'aimerais remercier mon collègue de Chambly-Bordua qui a su vraiment bien expliquer notre position chez les néo-démocrates concernant les accords de libre-échange. J'aurais juste une petite question à savoir, il y a quelque chose dans ce projet de loi-là ici qui nous amène à penser qu'il y aurait peut-être des craintes pour les emplois dans le secteur manufacturier automobile au Canada. Je ne sais pas si mon collègue aurait peut-être des commentaires à faire à ce sujet-là, à savoir est-ce qu'on a devant nous un accord de libre-échange tel qu'on aurait aimé l'avoir et s'il craint pour les emplois dans le secteur automobile au Canada. Merci. L'honorable député de Chambly-Bordua. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est certain qu'il y a certaines préoccupations en ce qui concerne le secteur de l'industrie d'automobile. Je remercie d'ailleurs ma collègue pour sa question. C'est des préoccupations qu'on a essayé de régler avec des amendements au comité qui ont malheureusement été rejetés. Mais malgré que ces inquiétudes,
on appuie tout de même l'entente. Je pense qu'il y a quand même un travail à faire en dehors de cette entente spécifique. On a entendu à la période des questions aujourd'hui, par exemple, des questions de ma collègue de Parkdale High Park ou mon collègue de Windsor West qui ont posé des questions sur une stratégie pour vraiment venir en appui à l'industrie de l'automobile. Ça, c'est des questions qui sont plus gros que simplement une entente. Et oui, on a ces préoccupations, on va quand même appuyer l'entente, mais on va continuer de demander que le gouvernement en fasse plus pour appuyer les industries affectées, comme qu'on fait avec, comme je l'ai mentionné dans mon discours, comme qu'on fait avec l'accord Canada-Europe en ce qui concerne nos producteurs laitiers. C'est vraiment quelque chose qui dépasse les bornes de simplement une entente. Mais oui, on a ces préoccupations, mais oui, on va continuer de faire le travail nécessaire pour pas que ces lacunes-là aient un impact négatif dans différentes communautés.